Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 34e numéro de Polycritique, le webinaire mensuel de l'AFSP où des spécialistes d'un sujet décryptent, d'un sujet d'ailleurs ou bien national ou bien international, décryptent l'actualité pour vous, pour tous ceux que l'actualité intéresse et bien sûr l'actualité politique, la FSP étant l'association française de la science politique. Ce webinaire, nous l'avons intitulé très sobrement L'Europe et le monde à l'heure de Donald Trump et nous avons, dans le texte de présentation, fait preuve de retenue aussi, puisque c'était avant euh, les premières décisions du nouveau président américain. Et donc, nous étions, par exemple, partis pour écrire le retour aux affaires de Donald Trump risque de se traduire par des décisions lourde de conséquences pour le reste du monde. Nous y sommes. Ces décisions ont commencé à tomber, qu'elles concernent les droits de douane, qu'elles concernent le retrait des États-Unis de certains mécanismes du multilatéralisme. Bref, nous sommes dans un nouveau chapitre de l'histoire politique, économique, diplomatique du monde et nous avons la chance pour décrypter ces enjeux d'avoir parmi nous 5 intervenants. C'est plus que d'habitude, mais pour une bonne raison. Les enjeux, vous l'avez compris, sont non seulement énormes, immenses, mais aussi très variés. Je cite par ordre alphabétique nos invités du jour. Françoise Coste, professeure d'études américaines à l'Université de Toulouse Jean Jaurès. Giovanna Di Maio, et non pas Di Maio, comme nous l'avons par erreur écrit dans ce qu'on appelle l'incruste, chercheuse associée à l'Université de George Washington à Washington et enseignante à Sciences Po. Maude Kessar, directrice espace Euro-Atlantique Russie à l'IRSEM à Paris, et Frédéric Ramel, professeur de sciences politiques à Sciences Po, chercheur aux séries et coordinateur du GRAM, le groupe de recherche sur l'action multilatérale. Tara Varma, chercheuse invitée à la Brookings Institution, d'où elle va nous parler et d'où elle va nous parler en premier, puisque Tara va planter le décor en quelque sorte en nous donnant le pouls, en nous disant quel est l'état d'esprit dans l'administration américaine aujourd'hui, à Washington aujourd'hui, et puis ça va de pair, euh, nous présenter le casting en quelque sorte, les personnalités qui vont faire la politique étrangère des États-Unis. On sait bien que Donald Trump aura le dernier mot dans bien des cas, mais enfin, il n'est pas seul en piste et peut-être aussi par la même occasion lister les priorités que nous reprendrons évidemment ensuite, chaque intervenant apportant bien sûr sa contribution, son expertise à cette analyse. Tara. Merci beaucoup Christophe, merci de l'invitation. Je suis ravie d'être sur ce panel et merci aux personnes qui nous écoutent aussi. Et donc aujourd'hui, ça fait tout pile 2 semaines que la seconde inauguration présidentielle de Donald Trump a eu lieu. Ça fait donc 2 semaines qu'il a pris le pouvoir dans les faits, que son administration se met en place. Et c'est vrai qu'on est dans une forme de chaos organisé qui était exactement ce qu'il souhaitait. On voit des annonces tomber les unes après les autres, jour après jour, parfois plusieurs annonces assez dramatiques dans la même journée. On voit vraiment la manière dont Stephen Miller, un de ses conseillers occultes qui est maintenant à la Maison Blanche, la manière dont il a théorisé cette idée d'inonder la zone, flooding the zone, il a appelé ça, donc vraiment de submerger le pays d'annonces toutes plus chaotiques les unes que les autres, de prendre des décisions dont on nous dit qu'elles sont anticonstitutionnelles, dont on nous dit qu'elles vont à l'encontre de la loi. Mais en fait, le temps juridique et le temps politique, le temps médiatique étant quand même assez décorrélés, euh, certes, certaines de ces propositions et de ces annonces sont illégales dans les faits, mais sont quand même en train d'avancer. Donc ce que l'on voit, je vais peut-être reprendre rapidement, qui est Trump et comment il a envie de procéder. Donc, ce qu'on a vu avec Trump dans son premier mandat et aussi la manière dont il fait campagne en réalité depuis 4 ans,
et sa contestation des résultats de l'élection présidentielle de 2020, c'est qu'il est impulsif et imprévisible. Ce sont vraiment deux traits de caractère qu'il a, dont il a pleine conscience cette fois-ci et qu'il a clairement l'intention d'arsenaliser, d'instrumentaliser à l'encontre de ses adversaires et de ses alliés. Et je pense qu'on a vraiment besoin de comprendre en Europe et ailleurs que la stratégie de Donald Trump, c'est de gagner. Il est vraiment dans une logique où, contrairement à ce que l'on dit, moi je ne pense pas qu'il est transactionnel. Quand on pense ou qu'on dit de soi-même ou de quelqu'un qu'il ou elle est transactionnel, on considère que la partie avec qui la transaction s'opère peut aussi bénéficier d'un accord, d'un contrat. Dans le cas de Trump, vraiment, il se refuse à cela. En fait, il n'a pas envie que ses adversaires ou ses alliés bénéficient de quelconque manière d'accords qu'il conduirait avec eux. Et donc, je pense qu'il faut qu'on soit très vigilant, et j'imagine que Johanna nous en parlera, en tant qu'Européens, sur la manière dont on pourrait faire un deal avec lui. Euh, il est presque dans une logique extorsionniste, en fait. Il veut vraiment gagner et dans une logique de confrontation. L'idée des adversaires, c'est comme ça qu'il envisage les rapports diplomatiques, les rapports même à l'intérieur de son pays, en termes de politique nationale. C'est vraiment de la confrontation, de la politisation. On l'a vu dans le cadre des feux en Californie, où plutôt que de se poser en tant que président qui arrive, la personne qui va créer de l'unité dans la nation à un moment donné où la nation est choquée, en fait, il politise le débat, il accuse les démocrates de politiques environnementales qui ont nui à la Californie, et il voit vraiment les choses de manière, oui, adversarial, enfin de confrontationnelle. Et je suis très frappée de ce qu'on nous avait beaucoup dit pendant la campagne, notamment chez les Républicains, qu'il fallait le prendre au sérieux, mais pas au pied de la lettre. Take him seriously, not literally. En fait, ce que l'on voit depuis ces 2 dernières semaines, c'est qu'il aurait fallu le prendre au pied de la lettre et qu'il avait fait des annonces pendant la campagne sur le fait de lutter contre les politiques DEI, donc Diversity, Equality, Inclusion, sur les questions de genre et d'identité. En fait, ils sont en train de procéder au licenciement probablement illégaux de toute une partie des fonctionnaires au sein de l'administration dans différents ministères, différents cabinets qui travaillent sur ces sujets. Ils sont vraiment dans une logique où ils veulent se débarrasser de ce qu'ils appellent le marécage de Washington, donc vraiment l'idée qu'il y a de la corruption politique à Washington et qu'ils veulent, en fait, voilà, sans prendre de gants, juste se débarrasser de toutes ces personnes. Et dans cette logique d'impulsivité et d'imprévisibilité, ce que l'on voit, c'est vraiment l'idée de diviser pour mieux régner. Donc, on a cherché à beaucoup se rassurer en Europe en regardant qui étaient les personnes qu'il avait nommées à des postes clés en matière de politique étrangère et de sécurité. Je pense à Marco Rubio, le secrétaire d'État, ou à Mike Waltz, qui est le conseiller à la sécurité nationale. Mais on a aussi vu des gens comme Kash Patel, Tulsi Gabbard. Donc, Kash Patel qui est candidat pour devenir le directeur du FBI, Tulsi Gabbard qui est candidate pour devenir la directrice de la direction pour le renseignement, Pete Hegseth qui est secrétaire à la défense. Donc là, on voit des gens qui sont pour le coup beaucoup plus dans un repli des États-Unis et aussi dans une logique confrontationnelle avec les alliés. Et on voit ce chaos organisé, l'idée que voilà, il va nommer des personnes qui ont en fait des positions de politique étrangère totalement antagonistes les unes avec les autres. Marco Rubio, Pete Hegseth, à 2 postes clés, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, ils ont une vision du monde qui ne pourrait être plus différente en fait. On ne voit pas comment ces 2 personnes vont évoluer dans un environnement où on n'arrive pas non plus à savoir si la Chine est toujours l'adversaire clé ou le défi clé de la Chine, puisque l'équipe de Biden nous avait beaucoup dit, là en fait sous Trump c'est pas très clair non plus. La Chine pour l'instant est le pays, alors même que Trump l'avait beaucoup menacé, qui a des tarifs les moins élevés par rapport au Canada et au Mexique, donc entre guillemets que 10% de tarifs imposés à la Chine. En même temps, Trump est aussi assez clair sur le fait qu'il aimerait faire un deal avec la Chine. Il a finalement réautorisé l'application TikTok alors qu'elle avait été bannie sous l'administration Biden, vraiment la veille de son inauguration. Pareil sur l'Ukraine, on est dans un chaos complet entre des gens qui disent qu'il faut se retirer purement et simplement d'Europe, retirer toutes les troupes américaines d'Europe, et d'autres qui disent en fait il faut quand même faire un plan de paix en coordination un petit peu quand même avec les Européens ou même directement avec Vladimir Poutine. Sur le Moyen-Orient, il est en train de dire qu'il veut peut-être négocier avec l'Iran. Enfin, on est quand même et en même temps retirer toute la population gazaoui, forcer le déplacement de la population gazaoui de Gaza. Donc on est voilà dans un chaos complet avec un chaos complet et organisé avec des nominations qui se contredisent les unes avec les autres, des priorités de politique étrangère euh, qui se voient quand même beaucoup à l'aune de la politique économique, mais qui changent aussi d'un jour sur l'autre. Et donc c'est vrai qu'on essaye là toujours de décrypter ce qui se passe.
Et je pense que ça ne va pas être évident, mais j'aurais tendance à dire, contrairement à ce qu'on nous a beaucoup dit en 2024, je crois qu'il faut bien prendre Donald Trump au pied de la lettre. Et je vais m'arrêter ici, parce que j'ai déjà un peu dépassé mon temps. Merci beaucoup, Tara, pour avoir ainsi planté le décor en nous donnant à la fois le casting et l'atmosphère, les deux allant de pair, puisque visiblement l'atmosphère est au désordre et le casting aux contradictions, mais peut-être salamment orchestré pour que finalement Donald Trump garde la main en divisant pour mieux régner. Alors, une des choses qu'on a vues aussi ces derniers jours, c'est une forme d'expansionnisme américain. Qui va du canal de Panama jusqu'au Groenland, hein, si j'ose dire. Maud, vous allez pouvoir resituer pour nous cet expansionnisme dans une tradition américaine, alors qui du coup permettrait de dire que oui, il est impulsif, mais il n'est pas hors sol en quelque sorte. Il se rattache à un passé américain qu'on a peut-être tendu à ne pas suffisamment valoriser. C'est une école de pensée qu'on avait peut-être moins étudiée que d'autres. Maud. Merci beaucoup, cher Christophe, de me permettre de participer à ce séminaire et bonjour à tous. Donc, je suis très heureuse de pouvoir apporter un éclairage sur ce point de changement de paradigme de la politique étrangère américaine porté par l'administration Trump 2. Et comme Tara Varma le rappelait très justement, donc c'est toute une mosaïque d'acteurs qui semblent se situer à des points de l'échiquier totalement différents en politique étrangère, que ce soit au département d'État ou au Pentagone. Toutefois, il y a quand même certains points qui sont portés par Trump lui-même et qui semblent attirer l'attention de l'historien ou du spécialiste des relations internationales quand il s'agit de tradition, et comme vous le rappeliez, Christophe, d'une tradition plutôt expansionniste aux États-Unis qui serait portée par Trump dans un nouveau pivot qui n'est pas vers l'Asie totalement, mais qui est un recentrage sur donc la sphère que certains appelleraient d'occidentale, que moi j'appellerais des Amériques, et qui est la sphère traditionnelle d'influence, terme particulièrement important dans le moment que nous vivons de rivalité de puissance entre la Chine, les États-Unis et la Russie. Donc Trump veut ramener les États-Unis vers leur sphère d'influence traditionnelle, tout en rappelant en fait une tradition expansionniste donc américaine qui s'inspire aussi bien de la doctrine Monroe, dont les américanistes se rappelleront, 19e siècle. Cette doctrine posait les bases de la primauté américaine sur le continent et qui s'inspirait aussi de la tradition de la destinée manifeste, qui de manière assez intéressante a été rappelée par le président lors de son discours d'investiture. Rappelez-vous qu'il a oublié l'Ukraine et la Russie, mais qu'il n'a pas manqué de rappeler cette grande tradition. De même qu'il n'a pas manqué de rappeler un certain nombre donc, de points communs avec l'administration Reagan, président dont Trump voudrait s'inspirer, même s'il y a beaucoup de points de contradiction avec cet héritage réganien. Toutefois, comme Tara l'a rappelé aussi à l'instant, ce que Trump essaie d'instaurer aujourd'hui, avec donc ces velléités expansionnistes, on pourra en reparler puisque Marco Rubio était au Panama, je crois, aujourd'hui. Et donc c'est un geste fort de l'administration en place que de se tourner vers l'Amérique latine et de commencer par le Panama. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, Trump, comme Reagan, veut s'inscrire dans une histoire, porter un héritage, un leg ou une legacy, comme on dirait en anglais. Et pour cela, il faut d'abord qu'il porte un discours en politique étrangère qui parle aux Américains et qui donc s'inspire de cette histoire. Monroe, Reagan, j'irais même jusqu'à dire, il a bien sûr cité McKinley, mais je citerai aussi Theodore Roosevelt, un président donc qui portait l'expansionnisme et l'impérialisme américain. Trump s'inscrit dans cette tradition et en se concentrant finalement sur les Amériques, il donne à l'Amérique latine une priorité géostratégique renouvelée. On vient de parler du Canada. C'est une zone prioritaire
il l'avait plus ou moins annoncé. C'était une zone qui était aussi assez délaissée par les démocrates, puisque les tentatives d'engagement ou de réengagement en Amérique latine portées par l'administration Biden-Harris n'ont pas été couronnées de succès, loin de là. Et bien évidemment, un des éléments qui a fait le devant de l'actualité, qui a été sous le coup des projecteurs, c'est la difficulté de gérer les flux migratoires. Donc il y a beaucoup de points d'intérêt. Il y a la présence chinoise et russe en Amérique latine, et je dirais aussi iranienne, il ne faut pas l'oublier. Ça fait partie des compétitions dans l'espace géographique, géostratégique et matériel, mais aussi dans les espaces immatériels. Tout à l'heure, Tara Varma rappelé la nécessité pour Trump d'occuper l'espace informationnel avec toute son administration, avec parfois des messages contradictoires. Eh bien, c'est nécessaire aussi quand on veut garder sa sphère d'influence dans cette région. Donc, un discours qui est opposé vers les pays du Sud global à celui de l'administration précédente, mais un discours qui est présent avec une volonté donc de marquer, d'imposer finalement une pression économique et géopolitique forte sur l'Amérique latine et pas que. Et donc finalement en s'inspirant d'une relecture d'un unilatéralisme réganien, si on peut être volontairement provocateur ou provocatrice sur ce terrain. Je dirais pour terminer, puisqu'il me reste moins d'une minute, que toutefois, comme le rappelait aussi ma collègue à l'instant, ces velléités sont empreintes de plein de contradictions. Les premières mesures de Trump, notamment concernant l'assistance donc américaine à l'étranger, sont en contradiction avec le fait de vouloir instaurer des relations fortes et une influence forte dans ces zones de prédilection, car si on veut concurrencer les compétiteurs chinois plus que russes encore dans ces zones-là, ce n'est certainement pas en sapant l'assistance économique et militaire dans ces zones. Donc des points de contradiction, sans doute Marco Rubio sera-t-il assez habile pour porter un discours qui sera plus magnanime et qui saura finalement convaincre les Panaméens de restaurer en fait un privilège pour les Américains à utiliser donc ce canal très intéressant. Ça fait partie des points que l'on pourra discuter. Donc Trump est bien dans une logique de présidence impériale. Ce qui est intéressant de voir, c'est comment il pourra être peut-être un peu contraint ou empêché d'avancer à marche forcée comme il a commencé à le faire depuis une dizaine de jours. Et je ne doute pas qu'il y a pas mal de possibilités encore de checks, mais je laisserai la parole à ma collègue sur ces points. Merci beaucoup, Maud. Merci de resituer le Trumpisme dans un temps plus long, parce qu'on a tendance à le voir comme effectivement un peu voilà, unique en son genre. Bon, on est toujours unique en son genre, mais on s'inscrit plus ou moins dans des traditions, et celle-ci était peut-être moins sur notre écran radar, cette tradition qui remonte à Theodore Roosevelt et qui va jusqu'à Reagan. Et merci aussi de souligner la priorité latino-américaine, qui n'est pas non plus nécessairement en Europe perçue de manière aussi précise. Alors, on a clairement identifié maintenant le rôle clé central de Trump et de son équipe. Françoise, quel type de contre-pouvoir peut-on néanmoins voir à l'œuvre, if any, en quelque sorte, hein? Est-il vraiment Trump libre de ses mouvements et son équipe peut-elle vraiment faire eh bien, ce qui lui plaît? Bon, merci. Moi, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Je rebondis donc sur la transition de mode et sur votre question, Christophe, parce que la réponse à votre question, c'est non. Dans le système constitutionnel américain, sur le papier, en théorie, bien sûr que Trump ne peut pas faire ce qu'il veut, ni son équipe, qu'il y a plein de contre-pouvoirs et qu'on a plein d'exemples de présidents dans l'histoire dont les velléités en politique intérieure ou extérieure ont été limitées, contraintes, frustrées par les contre-pouvoirs institutionnels ou pas. Et une des questions qui se posent, déjà avant l'investiture, mais encore plus depuis ces 15 jours trépidants, c'est effectivement, pour l'instant en tout cas, la disparition des comptes pouvoirs. Donc, je vais faire une liste rapide et déprimante, si vous voulez. Donc, un compte pouvoir potentiel, ça aurait pu être le propre parti de Trump.
le Parti républicain. Après tout, sur les questions de politique étrangère en particulier, Trump rompt avec de vieux dogmes, de vieilles traditions républicaines. Alors, la liste est longue, mais par exemple, le libre-échange, ça fait partie de l'ADN des républicains. Mais depuis, au moins depuis 1945, quand on pense à l'ALENA, qui a été enterré ce week-end, bon, il a été signé, le traité de libre-échange avec le Canada et le Mexique, signé sous Clinton, mais en réalité, la naissance du traité, c'est que première négociation, c'était sur George H.W. Bush. Et il n'y a pas eu au sein du Parti républicain à l'époque de grandes oppositions, contrairement au Parti démocrate, par exemple. Je pense qu'on reparlera tout à l'heure de l'OTAN. Pareil, l'OTAN, ça a été aussi l'élément d'un consensus bipartisan à Washington. Le premier commandant en chef de l'OTAN, c'était Eisenhower. Ben voilà, donc président républicain, bien sûr. Bon, ok, après, dans l'Alliance Atlantique, on pourrait revenir à la guerre en Irak, tout ça. Il y a eu des moments de tension. Mais quand même, globalement, l'Alliance Atlantique, voilà, ça fait partie du legs républicain aussi. Et je voudrais aussi revenir, je suis tellement d'accord avec ce qu'a dit Tara, en particulier quand elle a parlé des visions contradictoires ou antagonistes, par exemple entre Rubio et Hegseth. Je suis tout à fait d'accord qu'au sein du Parti républicain aujourd'hui et au sein même de l'équipe de Trump, il y a tout under the sun, quoi. Enfin, c'est-à-dire, par exemple, si on revient au discours de Vance, aujourd'hui vice-président, à la convention républicaine cet été, il avait beaucoup critiqué les élites mondialisées apatrides symbolisées par la big tech. OK? Sauf que depuis 2 semaines, qui a les clés du camion à Washington? Musk et tous les tech bros. Donc, qui parle, enfin, quel est le positionnement idéologique de cette équipe? On ne le sait pas. Ensuite, je continue ma liste plus rapidement. En second contre-pouvoir potentiel, ce serait, alors là, c'est beaucoup plus classique, la Cour suprême. Depuis quelques jours, là, quand on voit tout ce qui se passe à Washington, on se dit, est-ce qu'il va y avoir des procès? Les États vont faire des procès à l'État fédéral, les fonctionnaires virés, purgés vont faire des procès, peut-être. Mais clairement, si ces cas se développaient et arrivent à la Cour suprême, on le sait, la Cour suprême est aujourd'hui pro-Trump. Elle a couvert pendant tous ces scandales financiers en lui donnant une sorte d'immunité quasi totale. Donc ça ne risque pas de changer. Et on voit bien que la Cour suprême actuelle, conservatrice, va soutenir une vision très expansionniste du rôle du président. Donc on revient à ce que disait Mott, je suis d'accord, une présidence impériale sous stéroïdes. Après la Cour suprême, on pourrait se dire, OK, mais la Cour suprême, elle n'a pas traditionnellement, elle est réticente à s'impliquer dans les questions de politique étrangère. Donc, en contre-pouvoir institutionnel, ce serait plus logiquement le Congrès, qui, après tout, a beaucoup d'armes. Je ne voudrais pas utiliser cette métaphore, mais beaucoup d'outils à sa disposition, même en politique étrangère. Bien entendu, the power of the purse, les nominations des ministres ou des ambassadeurs, et bien entendu, la ratification des traités internationaux, ce qui n'est pas rien. Or, force est de constater au bout de 15 jours que le Congrès est complètement silencieux par rapport à ce que fait Trump, voire complice. Je reviens à ce que disait Tara. Rubio, il a été, je crois, nominé, confirmé 99 voix contre 0. Hegseth, il est passé, ric-rac, mais il est passé. Et cette semaine, Christine Noem aussi, en tant qu'à DHS. Et cette semaine, on va sans doute voir la confirmation de Tulsi Gabbard, qui pose quand même de très, très graves questions de loyauté quand on sait qu'elle va sera à la tête de la communauté du renseignement. Et on pourrait aussi imaginer qu'il y a des faucons au Congrès qui pourraient s'inquiéter de la quantité d'informations à laquelle elle va avoir accès. Pour l'instant, silence complet, même de gens comme Lindsey Graham qui, encore aujourd'hui, se présente comme le meilleur ami de John McCain, quoi. On imagine ce qu'un John McCain, aujourd'hui au Congrès, dirait. Bon, il n'est plus là. Dernière option, les contre-pouvoirs pourraient venir de la presse ou du Parti démocrate, l'opposition un peu traditionnelle. Bon, là, voilà, je finis en disant que clairement, depuis 15 jours, ce qu'on soupçonnait s'est avéré vrai. Les démocrates, la presse, ils sont KO debout. C'est-à-dire que personne ne sait comment réagir. C'est exactement ce que disait Tara au début de son intervention, des flooded the zone. Tout le monde est asphyxié, il se passe trop de choses. C'est très complexe. Ce qui s'est passé, par exemple,
voilà, en 2 jours, Trump et Musk ont tué USAID, par exemple, quand on parle d'agence de politique étrangère. Mais qui connaît USAID? Qui sait, qui comprend comment ça fonctionne? Pourquoi, le budget de l'agence? Enfin voilà, c'est hyper technique, donc c'est difficile à expliquer. À l'évidence, les gens, ça ne les intéresse pas encore. En plus, il y a le Super Bowl dimanche prochain, donc voilà, il y a des priorités quand même, aux États-Unis. Je m'arrête là. Merci Françoise de ce tour d'horizon effectivement assez, je dirais déprimant. En tout cas, il y a une systématique qui nous conduit à conclure qu'il y a une présidence impériale indeed et on élargit la focale et avec Frédéric, on va maintenant se demander, qu'est-ce que cette présidence impériale va faire au multilatéralisme? On se rapproche de nous là en quelque sorte, hein. On n'y est pas encore, mais c'est le monde dans lequel on évolue, où on évoluait et il est important de mesurer l'ampleur du changement qui commence. Oui, bonsoir Christophe et bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup. Je vais essayer de répondre à cette question en 3 temps très rapidement. Le premier, c'est de requalifier ou essayer de qualifier la politique étrangère de Trump. Ensuite, de faire quelques éléments de distinction entre Trump 1 et Trump 2 concernant le multilatéralisme. Et 3, qu'est-ce que ça révèle du point de vue du fond? Alors, premier point, la politique étrangère de Trump, du point de vue du multilatéralisme, ça s'appelle un néo-souverainisme. Donc, c'est extrêmement critique à l'égard de tous les dispositifs multilatéraux. Quand je dis dispositifs, c'est à la fois les organisations intergouvernementales, mais aussi les coopérations qui sont ad hoc, qui relèvent d'autres enceintes. Réticences qui apparaissent cette fois-ci à partir d'autres références. Maud l'a souligné tout à l'heure. Le premier mandat Trump était très lié aussi à la référence au jacksonisme, à Jackson. Là, ça semble moins prégnant, mais avec donc un élargissement des matrices et qui renvoie, à mon sens, alors peut-être que je me trompe, mais c'est toujours une forme d'exceptionnalisme qui est défendue, mais plus du tout extraverti. C'est vraiment intraverti, pas du tout de projection à l'international à partir de valeurs. Ce n'est plus du tout à l'ordre du jour. J'y reviendrai pour finir tout à l'heure, mais une forme de décontraction totale du point de vue du rapport aux autres. Deuxième point, qu'est-ce qui différencie Trump 1 de Trump 2? Alors, le premier mandat, c'était détruire l'héritage de Obama du point de vue du multilatéralisme. Donc, on se retire de l'accord de Paris, de l'UNESCO, on paralyse l'OMC, l'organe de règlement des différends, c'est-à-dire qu'on ne peut plus procéder à des contentieux en évitant de nommer des juges dans l'organe de règlement des différends. L'OTAN aussi, on le critique. Je me souviens très bien, en 2017, Trump était venu à l'inauguration du nouveau QG et il a eu, c'était stupéfiant, il avait apporté du point de vue symbolique un cadeau des fragments du World Trade Center, donc de l'attentat du 2001, sans aucune fois citer l'article 5 du pacte atlantique. C'est-à-dire la seule fois dans l'histoire de l'organisation où cet article 5 a été convoqué pour venir en aide à un membre allié agressé. Alors, le deuxième mandat, pour moi, c'est un détricotage du multilatéralisme plus organisé, plus systématisé, plus directif et plus immédiat. C'est très, très saillant, hein, parce que je pense que déjà à l'échelle régionale, en 2020, il y avait une nouvelle négociation de l'accord de l'ALENA, avec déjà des avantages aux États-Unis. Là, on le voit, comme l'a dit Françoise à l'instant, torpillage avec les 25% de droits de douane. L'accord de Paris, il en sort dans un an. Il y a un petit point technique, c'est-à-dire que les accords pris par Biden restent complètement d'actualité. C'est dans un an que les États-Unis seront totalement déliés. L'OMS, très important, l'OMS. Symboliquement, il en est sorti le premier jour lors de son investiture. Et puis, autour de lui, on a évidemment des agents du détricotage, si je puis m'exprimer ainsi, avec en particulier Elise Stefanik à l'ONU qui veut complètement revoir les contributions des États-Unis au fonctionnement des Nations Unies. Alors, dernier point, qu'est-ce que ça révèle de façon plus profonde? Alors, je pense qu'il y a à la fois quelque chose qui relève de la société américaine contemporaine qui a essuyé une fatigue de la guerre à la terreur. C'était très, très flagrant d'ailleurs du point de vue de la nomination autour de lui. On a évoqué Vance en particulier. Et donc, il y a une critique de la guerre, une critique d'une forme d'implication multilatérale dans des opérations armées. Est-ce que ça veut dire une sortie de l'OTAN? Alors,
là, il y a un nouveau dispositif depuis de la mandature précédente qui fait qu'il y a des garde-fous. Les États-Unis ne pourront pas sortir de l'OTAN si le président décide, eh bien, il faut qu'il le déclare. Il a 6 mois d'information auprès du législatif pour présenter un plan de retrait. Et la majorité qualifiée du Congrès est requise. C'est 2/3 du Sénat qui sera convoqué pour pouvoir assurer la sortie de l'OTAN. Donc il y a des garde-fous. Je pense que ce qui va plutôt se manifester, c'est toujours une pression très forte à l'égard de l'OTAN et des alliés à l'accoutumée, je dirais. Mais peut-être la deuxième chose de fond, et qui me semble, pour moi extrêmement préoccupante, c'est que oui, les États-Unis ont toujours été plus ou moins sélectifs dans leur multilatéralisme. On le sait, ce n'est pas nouveau. Ils sélectionnent et ils impriment leur conception du multilatéralisme. Mais moi, ce qui me préoccupe énormément, c'est que il y a une certaine conception du multilatéralisme dont les États-Unis ont été les porteurs historiquement. Un multilatéralisme libéral fondé sur un certain nombre de valeurs, des valeurs de solidarité en particulier. Ce multilatéralisme est torpillé aujourd'hui de l'extérieur par les émergents, aussi pour des critiques qui sont complètement justifiées d'ailleurs. Mais s'il est torpillé aussi de l'intérieur par une des puissances occidentales, alors ça va avoir de très lourdes conséquences. Et alors qui peut porter une voix du multilatéralisme tel que je viens d'évoquer, qui est une forme de multilatéralisme dont nous avons plus que jamais besoin aujourd'hui face aux enjeux mondiaux. Alors c'est peut-être du côté de l'Europe, peut-être que Giovanna aura la réponse, est-ce que les Européens peuvent défendre cette tradition multilatérale fondée sur la solidarité? En tout cas, on est au pied du mur. Effectivement, Frédéric, on est entre les BRICS et Trump. Et c'est quand même une voie étroite. Alors, avant que Giovanna n'apporte sa contribution à notre réflexion, j'invite tous ceux qui vous écoutent, qui nous écoutent, de poser leurs questions. Ils peuvent facilement utiliser le chat pour cela. Et nous prendrons leurs questions à mesure qu'elles arriveront une fois le tour de table en quelque sorte terminé. Mais ça ne doit surtout pas amener Giovanna à trop résumer son propos, qui est très important, bien sûr, et on a le temps parce que vous avez tous été très concis, donc on a le temps ô combien de nous tourner maintenant vers les Européens pour voir dans ce contexte eh bien, quelle politique ils peuvent mettre en place, les Européens en général, les Français en particulier, quels interlocuteurs. On évoquait tout à l'heure des purges. On va se trouver confronté à des interlocuteurs d'un genre nouveau, même parfois très nouveau, et avoir Tulsi Gabbard comme interlocuteur pour les gens du renseignement en Europe, ça va certainement en décoiffer plus d'un, pour parler vulgairement. Bref, le monde va changer pour tout le monde, y compris pour les Européens. Que faire, Giovanna? Merci de me laisser la question la plus épineuse. Merci beaucoup pour l'invitation d'abord et merci à celles et ceux qui nous suivent en ligne. Dans la suite des interventions de collègues, je tenais aussi à rappeler, pour ce qui est de l'Europe, que le mot Europe n'était absolument pas présent dans le discours d'investiture de Donald Trump, qui a parlé plutôt de puissance étrangère. Donc, ça montre que pour lui, les alliés, les ennemis, c'est tout pareil. Et il applique cette logique comme le définissait Tara, de extorsion vis-à-vis de tout et n'importe qui. Et c'est ça que les Européens, je pense qu'ils ont eu du mal à digérer. Et pendant les derniers 4 ans où Trump a justement fait campagne, je pense qu'on a observé un peu une attitude qui allait vers le déni. C'est-à-dire les Européens se disaient nous avons géré Trump en première fois, on va bien sûr pouvoir faire la même chose à travers nos leviers, nos ambassades, nos contacts, etc. Et de toute façon, pendant son premier mandat, Trump n'a pas réduit le nombre de troupes américaines en Europe, a même envoyé des armes létales à l'Ukraine, etc., etc.
Donc, tout ça faisait partie un peu d'un déni ou d'un espoir, ou comme on peut dire en anglais, wishful thinking, je pense qu'il y a eu un moment de, de basculement avec son investiture qui a fait un peu remarquer comment, en effet, Trump 2 est beaucoup plus préparé de Trump 1. Si pendant les dernières années, les puissances européennes se sont bien préparées à tout un tas de scénarios, les think tanks ont fait des scénarios à droite à gauche sur l'Ukraine, sur la Chine, sur Taïwan, sur la guerre commerciale. Quand Trump a gagné l'élection, c'était hyper intéressant de voir alors, la mise en place de tout l'exact opposé de ce que les Européens auraient dû faire, c'est-à-dire un concours de beauté pour voir qui félicitait en premier Donald Trump pour sa victoire. Et donc, et cette logique justement de imprévisibilité et d'impulsivité que Trump maintenant assume comme technique de négociation, elle avait déjà porté des fruits même avant son investiture. Et ça a obligé les autres acteurs à se positionner, même en faisant des concessions en amont sur ce qui pourrait plaire à Donald Trump. Et donc, on a eu tout un tas de récits, c'est-à-dire qui met en avant la contribution européenne, pas que à l'Ukraine, parce que maintenant les Américains n'y croient pas beaucoup, mais par exemple à l'économie américaine, au fait que l'Europe crée de l'emploi aux États-Unis, la promesse de pouvoir acheter du LNG américain, justement, tout un tas de techniques rhétoriques pour essayer de tenir les États-Unis accrochés à l'Europe et un peu un défi pour qui est le meilleur ami des États-Unis. Donc, dans une pleine logique de bilatéralisation de la relation qui bénéficie énormément les États-Unis, pas que Donald Trump, ça c'est tout à fait dans la logique de Donald Trump, mais en général, on peut dire que les États-Unis n'ont jamais ont quand même profité de cette division européenne pour justement avoir des leviers plus puissants dans les négociations. Donc, d'une part, on a eu ce concours de beauté. D'autre part, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'initiative au niveau européen pour effectivement faire face à Donald Trump. La question, c'est comment on les met en place et surtout comment on peut le faire avec toute cette rapidité avec laquelle Donald Trump met en place les siennes. Donc, on se retrouve dans le risque de devoir courir derrière Donald Trump sans pour autant avoir des réponses. Et même avec tous les scénarios prévus, il est toujours capable de sortir des nouvelles idées, comme, voilà, pas tellement nouvelles, le Groenland, mais le Panama, et quand même avec une approche agressive, avec un langage beaucoup plus agressif qu'on l'avait vu pendant son premier mandat. Donc les Européens ont d'une part un repli vers soi-même, c'est-à-dire que même sur les efforts de défense, on voit qu'ils essayent de renforcer leur propre industrie, qui peut aussi amener à acheter des armements américains sur l'étagère, augmenter leur propre budget de défense pour plaire à Donald Trump et se montrer bons élèves vis-à-vis de Trump. Toutefois, de l'autre côté, au niveau européen, ils essaient quand même des initiatives communes et ça avance avec les discussions sur comment donner et rendre la défense européenne plus efficace en termes d'investissement commun, en termes de leviers financiers qu'on peut mobiliser pour justement, je parle beaucoup de défense parce que justement l'Ukraine apparaît comme défi principal dans cette phase de la relation transatlantique, on pourra revenir après. Mais aussi voir comment, même avec toutes les déclarations de Donald Trump, ça commence à trembler en fait, la fiabilité de notre allié américain tremble. Donc les États européens essayent de trouver de deuxième couche d'assurance les uns vers les autres, mais sans pour autant se laisser complètement
vers un élan collectif européen, parce qu'il y a encore beaucoup de méfiance, parce qu'il y a beaucoup de forces qui voient le conflit en Ukraine de manière différente et qui souhaiteraient peut-être soutenir un deal promu par Donald Trump et d'autres qui ne sont pas sur la même longueur. Donc on pourra y revenir, mais comme toujours, l'Europe bouge un temps de crise. Donc s'il y a certains dossiers où on peut effectivement faire basculer l'âme européen, c'est bien sûr le côté défense et il y a le côté tarifaire, commercial, où effectivement le volet de la commission qui a le commerce parmi son portefeuille de compétences exclusives peut nous donner quelques leviers de plus vis-à-vis Donald Trump, surtout en termes de coordination de réponses européennes, parce que le risque, c'est vraiment d'aller en ordre dispersé et ne pas faire valoir nos intérêts auprès de Washington et de se laisser bilatéraliser. Et je m'arrêterai ici pour l'instant, peut-être. Merci beaucoup, Jomana. Bah, ce risque, on l'a vu déjà avec quand même l'invitation à Mélanie et puis évidemment les félicitations de Orban. Comme vous le dites, on a une Europe qui ne marche pas d'un seul pas, alors qui est déjà lente de toute façon, mais en outre, cette fois-ci, divisée et les Trumpistes sont parmi nous en quelque sorte, potentiellement. C'est évidemment un facteur à prendre en compte. Alors, les questions commencent à arriver en nombre et je vais tout de suite les distribuer parce qu'il faut évidemment répondre aux interrogations que euh, chacun et chacune se pose. Tara, la première question est pour toi. Comment la politique de Trump va-t-elle impacter les relations des États-Unis avec l'Inde? Vu de Washington, qu'en pense-t-on de cette autre relation bilatérale? Sachant qu'on a assez peu parlé, que vous avez assez peu parlé d'Asie et assez peu d'Indo-Pacifique, finalement, que restera-t-il éventuellement de l'Indo-Pacifique? Et puis, évidemment, la question de la relation États-Unis-Inde est importante. Pour information, ceux qui ne le savent pas, Madame von der Leyen est à Delhi à la fin du mois. La première visite de son second mandat est pour l'Inde, une Inde décidément très courtisée. Merci Christophe. Oui, alors j'avais évoqué effectivement dans mes propos liminaires le fait de savoir si la Chine serait toujours cette espèce de défi majeur pour les États-Unis et on pourra en reparler. Mais peut-être arrêtons-nous un instant sur l'Inde. Donc aujourd'hui, la visite du Premier ministre Modi est confirmée à Washington pour dans 10 jours, pour le 13 février. On a vu le ministre indien des Affaires étrangères, Subramaniam Jaishankar, qui était au deuxième ou au troisième rang dans la rotonde du Capitole au moment de l'inauguration, du discours d'inauguration de Donald Trump, donc extrêmement bien positionné, visible de tous. Il a beaucoup été interrogé là-dessus, sur le fait que lui avait été invité et que finalement ses ministres des Affaires étrangères, ses homologues de pays alliés des États-Unis ne figuraient pas, en fait, dans la rotonde, étaient peut-être même pas invités, dans un premier temps, à y participer. Et il a dit ce que l'équipe de Modi dit depuis, en fait, a dit tout au long de l'année 2024 et a dit ensuite à l'issue de l'élection présidentielle américaine, qui est que l'Inde ne s'inquiète pas du tout de l'élection de Donald Trump, bien au contraire, qu'elle voit des possibilités de coopération. Il y a une volonté manifeste de renforcer les liens. Le sujet migratoire qu'on n'a pas non plus beaucoup évoqué, qui est quand même clé pour les nativistes américains, en fait, il met l'Inde dans une position un peu complexe, puisque la population américaine a découvert que les Indiens sont le troisième peuple à essayer d'entrer aux États-Unis de manière illégale, notamment à travers la frontière au sud et le Darien Gap. Et donc, l'équipe de Modi s'est d'ores et déjà engagée à coopérer avec l'administration Trump pour fournir des renseignements sur ces personnes, accepter qu'elles soient expulsées du pays. Et donc, voilà, une volonté déterminée, manifeste de coopérer avec l'équipe de Trump sur ses priorités. Et la priorité migratoire, elle est vraiment clé, porté par Steve Bannon, porté par Steve Miller, donc vraiment sur l'échiquier qu'on voit là qui se redéfinit au Parti républicain, les libertariens oligarques de la tech à un bout du spectre, et de l'autre côté Steve Bannon, Steve Miller, qui sont vraiment sur une lecture nativiste,
raciste, xénophobe de ce que les États-Unis doivent faire tant sur le plan de la politique intérieure qu'extérieure. Voilà, on voit une espèce de compétition là, mais le sujet migratoire étant important, je ne m'attendais pas à ce que l'Inde se propose en fait de coopérer avec les États-Unis là-dessus, mais ils ont aussi compris qu'avec l'équipe de Trump, c'est exactement ce que disait Giovanna sur les Européens. Il faut presque anticiper sur les concessions pour s'arroger les bonnes faveurs du président américain et espérer que la coopération qui s'est quand même beaucoup développée sur les sujets de technologie, de technologie et de protection technologique d'infrastructures critiques qui s'est développée sous l'équipe de Biden, qu'elle se poursuive sous Trump. Je dirais qu'il n'y a aucune garantie là-dessus, mais c'est intéressant de voir qu'en fait la plupart des pays mettent en place des politiques d'anticipation et essayent de s'assurer qu'ils ne vont pas être la cible de l'ire trumpienne. Oui, alors, les Indiens, en plus de ça, sont prêts à ramener les illégaux, mais aussi pour garder, en quelque sorte, des visas HB1 dont Oui, ils ont tellement besoin dans la Silicon Valley. Et là, ils ont un allié avec Musk et tous les techies qui, évidemment, ont besoin d'ingénieurs indiens. Donc, ça prône, enfin, voilà, c'est un deal qui peut se comprendre. Maud a levé la main. Oui, cher Christophe, en fait, non, c'était tout à fait pour aller dans votre sens. C'est que je trouve que cet exemple indien est particulièrement intéressant quand on parle finalement de deal et de questions migratoires, puisque l'immigration de qualité qui est chère à Elon Musk et aussi aux entrées de devises aux États-Unis, enfin pas qu'aux États-Unis, mais via certaines caisses du département d'État, sont si intéressantes. Et on sait très bien qu'à une période où on n'a peut-être pas assez de cerveau dans la tech, qui viennent de Chine, comme on a pu l'avoir par le passé, eh bien, l'Inde et la région d'Hyderabad en particulier, la tech indienne est un foyer riche pour l'immigration de qualité aux États-Unis. C'est un débat et une des contradictions de l'administration actuelle. Donc le sujet indien, sécuritaire ou migratoire, est particulièrement symptomatique et très intéressant. On n'a pas parlé du Pakistan encore, mais forcément, c'est aussi sous-jacent sur ce dossier. Voilà. Et effectivement, c'est Hyderabad et Bangalore les sources. On revient à la politique intérieure avec la question de Lola Lefranchec, non, pardon, d'Alexandra Biron. Est-ce que les démocrates peuvent se réorganiser pour devenir un contre-pouvoir efficace? Qui voyez-vous prendre la tête du parti? Françoise, on revient à la question des contre-pouvoirs. Et là, on se projette peut-être à l'horizon des midterms, parce que évidemment, la roue tourne vite au plan électoral aux États-Unis. Oui, sauf que vu à la vitesse des 2 premières semaines, il peut s'en passer hein, des choses avant les midterms. Donc ça va être... Non. Voilà, je pense que le problème du Parti démocrate, il est double. Et je ne leur jette pas la pierre. Ils n'ont toujours pas compris pourquoi ils ont perdu en novembre 2024. Mais je pense que personne. Enfin, sur le papier, je sais qu'aujourd'hui, c'est très facile de jeter la pierre à Kamala Harris. Mais sur le papier, c'était pas idiot sa campagne, vu les circonstances un peu rocambolesques, bien sûr, dans laquelle, en plus, bon, je fais abstraction de ça. Tim Walz, c'était un modéré, gouverneur du Midwest, rassurant, un homme blanc comme vice-président. Oui, c'était logique. Elle n'a pas consciente du problème du wokisme, tout ça. Elle n'a pas du tout été dans première présidente femme. Enfin, elle a vraiment modéré cet aspect-là de la campagne. Elle avait des idées pour l'économie. Enfin, je veux dire, elle avait un plan pour l'accession des primo-accédants à l'immobilier, tout ça. Enfin, je veux dire, tout ce qu'on lui reproche aujourd'hui, elle en a quand même un peu parlé. Price gouging pour lutter contre l'inflation. Bon, c'était peut-être un peu abstrait. Elle en a parlé. Euh, Vu ce qui s'était passé au midterms de 2022, c'était pas idiot non plus de sa part d'axer un tellement grand pan de sa campagne, de sa communication, de la Convention démocrate aussi, sur la question de l'avortement, avec plein de femmes qui témoignent, tout ça. Donc, c'était une véritable préoccupation dans l'électorat. Penser que les hommes allaient être euh, intéressés par cette question aussi, hein, pour défendre le droit de leurs femmes ou de leurs filles, ça se défendait comme Paris pendant la campagne. Bon, après coup, on a vu que ça n'avait pas marché. Bon, elle n'était pas parfaite, mais franchement, est-ce que Trump est un communicant parfait? Enfin voilà. Donc je trouve que c'est parfois un peu injuste avec elle. Bon, elle est out. Maintenant, le second problème du Parti démocrate, c'est qu'il est, à l'évidence, c'est une gérontocratie.
tous les grands leaders sont Chuck Schumer, Nancy Pelosi, Joe Biden, bien entendu. Ils ont 75 ans passés, ils s'accrochent au pouvoir. On l'a vu là, je ne sais plus à quelle commission du Congrès, Alexandra Ocasio-Cortez était candidate. Elle s'est faite vraiment exclure par Oui, le parti qui a nommé à la place un vieil homme blanc malade, enfin, qui a 78 ans, je crois. Pardon, mais il y a vraiment une réticence de l'ancienne garde démocrate à, à laisser le pouvoir. Et tant qu'il n'y aura pas une nouvelle garde, je pense qu'il n'y aura pas ce travail d'inventaire et cet aggiornamento, cette remise en question qui pourra se faire. Et je ne sais pas si ça pourra se faire d'ici les midterms 2022. bon, Giovanna. Juste pour ajouter à ce que Françoise vient de dire sur le Parti démocrate, je pense que le parti aura aussi besoin de se poser quelques questions sur leur politique étrangère. Et sur quelle sera leur politique étrangère à la lumière des tendances de fond des États-Unis, c'est-à-dire voilà, plus de concentration sur la Chine, cette idée de voilà d'abandonner le libre-échange et encore se tourner vers des politiques voilà protectionnistes à l'intérieur. Et comme dans ce système de gérontocratie, Joe Biden représentait vraiment le dernier à avoir un lien avec l'Europe très très fort. Qu'est-ce que ça sera de cette nouvelle politique étrangère à la lumière aussi du fait que les Américains ne souhaitent plus s'impliquer de la même manière à l'étranger? Il y a déjà des pistes de travaux sur une politique étrangère progressive, donc progressiste, de la part d'une part du Parti républicain, du Parti démocrate, pardon, qui pense plutôt à la défense des droits humains, de ne pas utiliser les sanctions d'une manière qui peut se heurter la population, voilà, même en Russie ou même en Iran. Qu'est-ce que ça veut dire le rôle multilatéral des États-Unis et à quel prix? Quels sont les prix à payer? Parce que je pense qu'il y a une convergence entre les progressives, donc les progressistes, et les MAGA dans le sens d'une réticence à s'engager dans des nouvelles actions militaires à l'étranger. Du coup, voilà, une fois qu'ils auront accepté et assumé cette défaite de 2024, ils devront aussi remettre un peu à plat leur politique étrangère et leurs priorités à la lumière de ce qui veut la société américaine aujourd'hui. Merci beaucoup. Une question entre guillemets décalée, mais qui nous concerne bien sûr tous directement. Pensez-vous que la coopération académique entre les États-Unis et l'Europe sera affectée par Trump 2? C'est Lola Leflanchec qui pose la question. Euh, qui veut apporter sa pierre à cette ou apporter une réponse à cette question? Oui, Frédéric. Maud a aussi de l'intérieur beaucoup de choses à nous partager. Je voulais juste faire une remarque, c'est que c'est quelque chose qui s'était déjà posé. Vous vous rappelez dans Trump 1, lorsque Trump avait décidé de sortir de l'accord de Paris et immédiatement la France, par la voix d'Emmanuel Macron, avait mis en place des dispositifs d'accueil. Il faut savoir que dans certains établissements, notamment l'établissement dans lequel nous sommes, Christophe et moi, donc Sciences Po a déjà aussi fait un appel en considérant que les personnes, les collègues qui souhaitent pouvoir bénéficier d'un accueil pourront le faire. Voilà, ça pose une question très très importante du point de vue de la politique scientifique des établissements, mais en effet la question n'est pas du tout hors sujet. Non, non, du tout, effectivement. Et on voit hein, des personnes très capées frapper aux portes de l'Europe. Hein. Il va y avoir quand même un mouvement de départ de grands intellectuels américains, de grands universitaires américains, euh, des prix Nobel peut-être même, qui vont prendre le large. Ce sera quand même symboliquement non négligeable. Et puis ce que l'on voit aussi, c'est combien la recherche conjointe peut être compliquée. Par exemple, les fondations américaines ne sont plus aussi intéressées à des sujets qui ne soient pas américano-centrés. Et du coup, ce sont des financements beaucoup plus ciblés auxquels on peut postuler. Et Dieu sait si les fondations américaines étaient devenues des sources de financement pour nos recherches.
Oui, Maud. Oui, non, sur cette question, elle est assez centrale hein, dans la question des coopérations intellectuelles et surtout des thématiques de recherche, parce qu'aujourd'hui, on fait de la recherche à l'international. Je vais vous donner un exemple qui est la cible des Trumpistes MAGA et de cette révolution nationaliste qu'on évoquait. Les purges aujourd'hui n'ont pas lieu uniquement dans l'administration américaine, mais aussi dans les enceintes universitaires. Sur un des sujets sur lesquels nous travaillons de manière transnationale, à savoir la lutte contre les manipulations de l'information et la désinformation. Je sais que c'est un sujet très glissant et manipulable aux États-Unis. C'est absolument au cœur des débats et donc cible des MAGA et des nationalistes trumpiens depuis 2023, l'ensemble des centres de recherche qui travaillent sur ces questions. Nos collègues de Stanford ont dû fermer leur observatoire de l'Internet. Plusieurs procès ont eu lieu et sont encore en cours à la charge d'un certain nombre de collègues universitaires qui travaillent sur ces sujets. Et nous ne pouvons plus travailler dans les mêmes conditions avec nos partenaires d'Amérique du Nord sur ces questions, puisque nos collègues sont poursuivis, accusés finalement d'être des partisans, des ennemis de l'intérieur qui sont pointés du doigt par Trump. Donc il y a aussi une résistance aujourd'hui académique qui s'organise. Je pointais la question de la désinformation ou des manipulations de l'information, mais ce n'est pas du tout le seul sujet. Varma rappelait que la cible des Trumpistes, c'est bien les mouvements woke, des recherches trop ultra-féministes, et aujourd'hui, dans les organisations multilatérales de coopération, que ce soit intellectuelle ou de sécurité, ces sujets sont déjà à l'agenda des purges trumpiennes depuis la semaine dernière. Donc, certains collègues sont empêchés de présenter les résultats de leurs travaux sur ces sujets, notamment quand il s'agit de l'inclusion, de l'intersectionnalité et forcément des questions de genre. C'est un sujet assez international et qui n'est plus à l'agenda donc de cette administration. La recherche est au centre de ces questions. Merci beaucoup. Merci de partager ces informations très utiles lorsqu'on est attaché à la liberté académique. Tara. Oui, très rapidement, je vais aller dans le sens de ce qui vient d'être dit. Comprendre quand même l'état de peur qui anime un certain nombre de chercheurs, de think tankers à Washington et ailleurs aux États-Unis. Maud parlait de l'exemple de l'université de Stanford. Je pense que ce qu'on voit aussi, c'est une méthodologie trumpienne, MAGA, muskienne presque aussi de prise à partie des individus. On les livre à la vindicte populaire sur un réseau social où on a des centaines de millions d'adhérents, de followers. Et donc, on est quand même dans une volonté de nuire très délibérément et de manière soutenue et structurelle aux carrières des gens. Là, dans le cas de USAID, alors c'est pas la recherche, mais c'est quand même des organismes de coopération, on licencie les gens du jour au lendemain. Dans le cas des chercheurs, il y a des menaces qui leur sont faites voilà, d'examen des archives de leurs emails pour vérifier s'ils ont été financés par des puissances étrangères, d'essayer d'aller vraiment mettre en œuvre presque un macartisme du 21e siècle. Et je pense que cette peur-là, on sent qu'elle irrigue aussi beaucoup les domaines de recherche, et à juste titre, parce qu'il y a voilà, cette prise à partie et vraiment livraison à la vindicte populaire des gens, c'est autre chose avec la puissance technologique et la capacité en fait aussi d'outreach, voilà, d'accès que la technologie permet aujourd'hui. Ça prend des tournures et des conséquences pour les carrières des gens et les vies des gens. Il y a des gens qui ont peur physiquement pour leur vie aussi. Je pense que c'est important à dire ici. Et donc, cette bascule-là, elle se sera opérée quand même assez rapidement, puisque je le répétais, je le disais en introduction et je le répète maintenant, ça ne fait que 2 semaines que cette administration a pris le pouvoir. D'où le commentaire de Didier Bigot, que je salue au passage. C'est un retour au macartisme ou à une forme de macartisme. C'est intéressant de se faire de l'histoire. On l'a fait tout à l'heure en remontant jusqu'à Theodore Roosevelt. Là, on remonte à McCarthy. Mais c'est vrai que les États-Unis, on avait oublié, ont été aussi, pendant des années de guerre froide, ben, des liberticides en puissance. Giovanna, avant qu'on ne passe à la question d'après. Oui, liberticide aussi dans la manière dont cette administration souhaite contrôler le langage. Euh, juste, je voulais ajouter cet élément factuel de l'unité, l'entité de santé publique, la CDC,
qui a décidé d'éliminer toute référence au genre dans les matériaux de santé publique. Donc, vous imaginez, ça affecte les publications, tous les matériels de santé publique, médical, etc. Et c'est tellement profond, qui vient de l'ordre du décret présidentiel qui ne reconnaît que le sexe masculin et féminin. Et ça a un impact qu'on pourrait dire, voilà, qu'on n'aurait pas imaginé qui puisse aller si loin. Oui, on est au bord de l'obscurantisme là en vérité, hein. On pourrait dire exactement la même chose pour tous les sites du site issu de la Maison-Blanche qui parlaient de l'accès à l'avortement, par exemple. Ouais. Alors, la question suivante est très précise et on va pas faire de sondage, mais ceux qui pensent pouvoir répondre pourraient dire oui ou non. Pensez-vous que Robert Kennedy Jr. va être confirmé par le Sénat? Oui? Ça, c'est Françoise qui Oui, opine. oui. Bon. Ils vont tous passer à travers les gouttes si ça continue, hein? Je pense que si les républicains se réveillaient, se découvraient une conscience pour bloquer au moins une personne, Ouais, c'est une munition qu'ils réserveraient pour Tulsi Gabbard s'il y a dans les coulisses un gros lobbying des agences de renseignement. Voilà. d'accord. Mais c'est Tulsi un Gabbard, fusil à un coup et je pense oui, que ce coup serait potentiellement réservé pour elle. ouais, c'est ce que semble aussi penser Tara et Maud. Alors, Tulsi Gabbard, pour ceux qui ne la connaissent pas, est l'une de celles qui pensaient que Bachar el-Assad était plus que fréquentable, hein, mais ce n'est pas le moindre de ses travers, elle en a bien d'autres. La Oui, question, peut-être dire, oui, pardon, que vas-y. le surnom quand même que les services de renseignement russes donnent à Tulsi Gabbard, c'est The Girlfriend, donc la petite amie, la compagne. Voilà. Ouais, ouais, c'est tout dire en effet. Driss Larafi nous ramène au multilatéralisme. Dans le sillage de menaces réitérées de retrait de l'OTAN, les alliés vont-ils les prendre au sérieux et concrétiser leur autonomie stratégique? Mais se contenter d'un pilier européen ou davantage de souveraineté stratégique et la dissuasion nucléaire européenne, c'est la France qui l'assure. Alors, la France et puis la Grande-Bretagne, qui quand même est toujours en Europe, même si elle n'est plus dans l'Union européenne. Qui veut réagir alors là pour le coup dans le sillage de ce que disait Giovanna, qu'est-ce qui pourrait manifester le sursaut européen euh, en termes d'industrie de la défense, en termes de coordination, Giovanna? Merci. Voilà, je pense que il y a déjà le sursaut européen d'une manière ou l'autre est déjà présent. Donc, il y a un peu cette dissonance cognitive entre le fait que les Européens maintenant savent que Trump n'est plus, et les États-Unis ne sont plus les alliés fiables qu'ils étaient avant même le premier mandat de Trump, et avec une petite période de normalisation avec Joe Biden. Et donc, cette voilà, contradiction entre cette conscience et l'opérationnalisation de ce que ça veut dire. Parce que les dépendances vis-à-vis des États-Unis et qui vont avec une compétitivité européenne n'est déjà pas dans un état particulièrement propice, qui risque d'être encore plus fragilisée à la lumière des droits de douane qui pourraient être imposés vis-à-vis de l'Union européenne, fait que effectivement on ne peut pas agir la rapidité qu'on voudrait vis-à-vis, par exemple, les États-Unis ou les matériaux qu'ils nous fournissent pour notre sécurité, qui s'appellent les Strategic Enablers, qui sont absolument fondamentaux dans notre défense. Donc, je pense que certains analystes parlaient de Donald Trump comme, voilà, comme le facteur principal d'unité européenne, effectivement. C'est-à-dire qu'avec ces déclarations qui sont de plus en plus critiques de l'Union européenne, souvenons-nous que pendant le premier mandat, il avait dit que l'Union européenne était si mauvaise que la Chine, sauf un plus petit.
Donc, c'est ça le cadrage. Il a plusieurs fois mis en doute la crédibilité de l'article 5. Donc, il y a ce sursaut, mais il y a aussi des contraintes matérielles de comment on peut se rendre moins dépendant des États-Unis. Et aussi, on a une volonté à vouloir tenir les États-Unis accrochés en Europe. Donc, il y a ce sursaut, il y a des initiatives qui sont en place, il y a des dialogues justement avec les Britanniques, parce que les Britanniques aussi ne sont pas hyper contents non plus de leur position fragile hors Union européenne, surtout sur les sujets de défense, mais dans le sens plus large que la question de la défense de l'Ukraine. Mais il y a un peu la lenteur institutionnelle et les contraintes matérielles qui se posent entre nous et cet objectif. Oui. Et la relation spéciale va en prendre un coup, sans doute, quand même. On verra ce qu'il en reste à la fin. Retour à la scène intérieure, pardon, Maud. Non, non, mais juste un point, il faut pas oublier que donc il y a un cadrage très nouveau pour la relation transatlantique par rapport à Trump 1, c'est que la guerre en Europe est quand même là depuis février 2022 et que donc, comme le rappelait très justement Giovanna, le sursaut européen a déjà eu lieu, mais l'appréciation de la menace est variée et l'appréciation de la relation bilatérale avec les États-Unis diffère en fonction des Européens. On revient à cette division. Et pour autant, la question de l'autonomie et de la souveraineté qui a été posée par la personne qui s'est manifestée dans le chat est quand même centrale pour nous, pas simplement à construire sur la base industrielle et de défense, mais aussi en ce qui concerne notre souveraineté, notre autonomie stratégique numérique. On y revient et c'est un des leviers dont les Européens disposent, qui est un levier de négociation fort vis-à-vis de l'administration Trump et de ces nouveaux venus dont on a parlé en filigrane depuis tout à l'heure, qui sont les géants de la big tech et avec lesquels on doit tenir bon pour négocier, puisque là, on a un fil et apparemment, ce fil-là mobilise de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, il faut peut-être pas le lâcher. C'est ce qui peut, pour certains pays européens et au niveau de Bruxelles, faire consensus. Donc, utilisons les outils que nous avons à disposition. Oui, c'est une des raisons pour lesquelles Thierry Breton est une des bêtes noires d'Elon Musk. Alors là, on revient à la politique intérieure avec cette question, deuxième question d'Alexandra Biron. Ne pensez-vous pas que que les Américains vont vite se rendre compte que Trump ne défend pas leurs intérêts quand les tomates, avocats, œufs sont plus chers? Alors il l'a dit, on va souffrir, ce qui est généralement un discours qu'on entend bien pendant une guerre. Churchill l'avait essayé. Là, c'est lui qui provoque la guerre commerciale. Tara, qu'est-ce qu'on répond à ça? Effectivement, il a déjà prévenu, et là je peux vous le dire, les prix ici n'ont quand même rien à voir avec les prix européens. On est à peu près à 1 $ l'œuf, donc une boîte d'œufs coûte plus de 10 $. Il y a déjà c'est vraiment expérience très 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 micro à mon niveau, mais il y a déjà des étals de supermarchés qui sont vides, et je parle des biens de consommation vraiment primaires, du lait, etc., que j'ai besoin d'acheter pour mon fils. Et on est déjà dans une situation où les prix ont augmenté. Moi, je vis aux États-Unis depuis 2 ans. L'impact de l'inflation sur notre vie au quotidien, elle se ressent. Donc, je n'ose même pas imaginer sur la vie de la classe moyenne américaine. C'est assez dramatique. Ce qu'il va pouvoir dire dans un premier temps, c'est quand même que c'est de la faute des démocrates, puisque c'est Biden qui était toujours au pouvoir jusqu'à il y a 2 semaines et qu'il a vraiment fait campagne là-dessus, sur le fait que l'augmentation des prix impactait les Américains. Et ce que disent en fait quand même un grand nombre d'observateurs ici, c'est qu'à partir du moment où les choses vont devenir difficiles d'un point de vue économique, et on les ressent déjà, il va effectivement vraiment se tourner vers la mise en place de ce qu'il appelle, et de ce que son administration appelle les déportations de masse de personnes qui sont présentes illégalement sur le territoire américain, et vraiment dans cette espèce de show permanent et de recherche permanente de l'attention médiatique politique. En fait, il va vraiment mettre en œuvre des scénarios dramatiques où ils vont recruter beaucoup plus de gens pour s'occuper des contrôles aux frontières. On va voir des familles séparées. Des enfants et leurs parents séparés. On avait vu des enfants mis dans des cages la fois précédente. Il y a encore 500 enfants en fait qui n'ont pas retrouvé leur famille par rapport au premier mandat Trump. Donc on est quand même sur des conséquences aussi sur la vie des gens, mais ça va aussi occuper l'espace médiatique parce qu'il fait ça effectivement très bien. On voit que l'ensemble de la presse du monde entier couvre ce qui se passe aux États-Unis, et donc il va détourner l'attention économique sur d'autres sujets, et notamment sur le sujet migratoire. C'est ce que nous disent beaucoup de gens ici. Ouais, ben ça, c'est les populistes et la identity politics, hein, effectivement, un dérivatif
pour ne plus penser aux sujets socio-économiques. Oui, Françoise. Je voulais ajouter que le- la loyauté de la base MAGA à Trump est tellement forte que même ces prix hallucinants, je pense, il y aurait toujours des justifications ou des diversions, effectivement, pour que le culte trumpien persiste. Ce qui pourrait l'ébranler, mais c'est un énorme conditionnel, c'est que quand même, pendant toute la campagne, un des messages sur la politique étrangère de Trump, ça a été vraiment martelé par Vance aussi, l'idée que sous Trump, il n'y a pas eu de nouvelle guerre. Et que donc, il est le président qui n'a pas envoyé de soldats à l'étranger. C'est vrai. Sauf que les plans pour le Groenland, pour le Panama ou l'annexion du Canada, ça pourrait quand même passer par des interventions militaires. Et est-ce que l'opinion publique aurait envie de soutenir une guerre contre le Danemark, contre le Panama ou une occupation militaire du Canada? Là, ça pourrait quand même peut-être, en tout cas, il y aurait un décalage évident entre la promesse et la réalité. Ça pourrait faire réfléchir certains fans trumpistes. Bon, s'il faut attendre qu'on déploie des troupes au Canada pour que les gens réfléchissent, c'est vrai que la barre est haute, hein. Mais c'est un reflet de l'époque. Giovanna et Tara sur ce sujet? Juste pour rebondir avec une anecdote de ma période aux États-Unis, j'ai vécu la période de Covid là-bas. Et effectivement, plusieurs analystes disaient que s'il n'y avait pas eu Covid, peut-être Trump aurait gagné son deuxième mandat déjà en 2020. Parce qu'effectivement, à cause de l'économie, de la situation de l'économie qui était vraiment mauvaise, pas qu'aux États-Unis évidemment. Mais j'étais particulièrement frappée de voir comment ça c'était le récit en 2020. Et en 2024, ce que les Américains se souvenaient de la période Covid, c'était les stimulus checks. Donc les chèques qui étaient donnés voilà, à tout le monde, à tous les citoyens américains. Et moi aussi, j'en ai reçu parce que j'ai payé mes impôts aux États-Unis, et signé par la main de Donald Trump. Donc, le fait que Trump contrôle l'espace du récit, ça permet de réécrire l'histoire et de, comme le disait Françoise, vendre un narratif qui effectivement peut jouer dans un sens ou un autre, qui peut faire appel au patriotisme, ou même peut se dire, OK, on va augmenter les prix des œufs, du lait, etc., mais on va baisser les prix de l'énergie avec une politique de baby drill, qui est très, très important pour la voiture, évidemment, pour les Américains, sauf que dans les grandes villes, ils se déplacent principalement voilà, en voiture, et donc les prix de l'énergie sont cruciaux dans l'évaluation d'un président. Mais on retrouve la technique populiste. Modi distribue des bonbonnes de gaz avec sa photo dessus. C'est à peu près le même scénario et ça marche, effectivement. Tara? Oui, très brièvement, en fait, je voulais réagir aussi à ce que disait Françoise. C'est vrai que Trump, il aborde vraiment l'idée de l'intervention militaire, l'idée d'envoyer des soldats américains, pas tellement parce que les soldats américains pourraient trouver la mort ou être blessé, mais parce qu'il trouve que c'est de la faiblesse finalement. C'est l'incarnation de la faiblesse d'envoyer des soldats, et donc ce qu'il préfère lui, et c'est ce qu'il a mis en œuvre presque dès le jour de son élection, et depuis qu'on sait qu'il va être le président, qu'il est le président des États-Unis, c'est vraiment la coercition économique. Et donc tordre le bras aux adversaires et aux alliés de la même manière pour les contraindre à obtenir ce qu'il souhaite lui. C'est pour ça que je disais, il est vraiment dans une logique confrontationnelle. Et ce recours à la coercition économique, c'est quelque chose qui est quand même assez bien perçu ici, parce qu'effectivement, il ne rentre pas en guerre avec les pays, il les menace de beaucoup de choses. Peut-être qu'il les annexera même carrément pour certains territoires vraiment qu'il menace d'annexion, mais il souhaite le faire sans avoir recours à la force militaire. Et je crois que ça, c'est quand même quelque chose qui parle pas mal à la population américaine. On a tendance à le sous-estimer en Europe, mais c'est important, et il est très fier de pouvoir dire, voilà, sans avoir envoyé un seul soldat, j'ai réussi à faire ci ou ça au Canada, au Mexique. Évidemment, le Groenland, c'est quand même un territoire d'un État membre de l'Union européenne et de l'OTAN, donc c'est pas tout à fait la même chose, mais je crois qu'il faut qu'on comprenne qu'il ne
Évidemment, le Canada est aussi un allié économique et politique et militaire des États-Unis, mais ça n'est pas important pour lui, cet aspect-là, ça n'a aucune importance. Il vit vraiment le fait que les États-Unis se soient mis dans ce système d'alliance, voire même qu'il l'ait créé comme une position de faiblesse, comme une injustice qui est faite aux États-Unis, qui ont été exploités pendant toutes ces années, et il a un désir de revanche là-dessus. Là aussi, c'est un discours qui parle beaucoup aux gens, et donc un discours dans lequel il y avait tellement la place pour la nuance ou le compromis. Mais annexer le Canada sans tirer un coup de feu risque d'être un peu difficile quand même. On verra. Mais c'est très intéressant parce qu'effectivement, ça renvoie à une psychologie collective. Et on doit quand même aussi faire de la psychologie pour comprendre ce genre de personnages et les sociétés qu'ils dominent, qu'ils amènent à leur suite. Laure Lacan pose ensuite une question courte mais très vaste. Y a-t-il une politique africaine? Est-ce que l'Afrique est sur l'écran radar? On a vu que l'Amérique latine y revenait, mais est-ce que l'Afrique est mentionnée dans les discours, les programmes? Apparemment pas. Sinon, vous auriez quelque chose à dire. Oui, Maud. Alors, oui, c'est un vaste sujet. C'est peut-être même le point commun qu'on pourrait trouver en politique étrangère entre Trump 1 et Trump 2, puisque depuis tout à l'heure, on dit que c'est très différent. Rappelons que l'Afrique était passée totalement sous le radar des dossiers donc de l'administration Trump 1, avec là encore, c'était l'archétype de l'absence de nomination utile au poste diplomatique dans certaines zones particulièrement stratégiques. Mais il faut quand même pas sous-estimer la nouvelle administration non plus, parce que puisqu'on parlait tout à l'heure du regain d'intérêt pour la sphère d'influence traditionnelle des États-Unis du fait de la présence de compétiteurs stratégiques de type Chine et Russie, si l'on glisse dans l'oreille de Trump que l'Afrique pourrait avoir un intérêt de ce point de vue, il pourrait y avoir un semblant d'intérêt. Mais pour l'instant, c'est plutôt un lieu où on dispense de l'assistance donc économique et humanitaire, et donc un crève-budget dans la vision en fait de l'administration actuelle et de sa rentabilité et de la rentabilité en fait du budget fédéral. Donc c'est pas du tout, disons que de ce point de vue, l'Afrique n'est pas en odeur de sainteté auprès de Trump. Ceci dit, il y a toujours quand même au Congrès donc une mobilisation active et un consensus bipartisan de longue date sur la politique africaine des États-Unis, dont on ne parle pas suffisamment et qui est importante pour nous en Europe. Sachant que là encore, il faut distinguer sur ce grand continent l'ensemble des relations bilatérales que les États-Unis peuvent mener, notamment avec l'Afrique du Nord, dans la région Méditerranée, où il y a des intérêts stratégiques importants pour les États-Unis. Je pense au Maroc, par exemple. Voilà, donc il y a des points d'intérêt très stratégiques, très précis de la puissance américaine et qui ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain et qui ne seront pas forcément pour déplaire à Trump de ce point de vue. Merci, Frédéric. Oui, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il faut voir aussi qu'il n'y a finalement pas de vision de Trump sur l'Afrique. C'est pas le continent. Et d'ailleurs, à mon sens, il y a une erreur stratégique majeure. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde des projections d'ici 20 ou 30 ou 40 ans, c'est l'Afrique qui va être le poumon de la planète pour différentes raisons, tant du point de vue démographique que du point de vue économique. Donc là, il y a une forme de court-termisme du Trumpisme, si on peut dire cela ainsi, quant à la façon de concevoir les grands équilibres géostratégiques. Et d'ailleurs, dans le chat, il y avait aussi une question sur un condominium américano-russe, par exemple. Moi, je n'y crois pas forcément, parce qu'il y a une telle fluidité aujourd'hui dans le système international que reproduire une bipolarisation autour de deux grandes alliances, alors sachant que du côté russe, ça serait plutôt une alliance avec la Chine, je m'interroge sur cette idée d'un condominium qui serait confisqué par deux grandes puissances comme la Russie et les États-Unis. Je pense que le jeu est beaucoup plus fluide et beaucoup plus complexe, en fait. Merci, Frédéric. J'avais effectivement sauté cette question. La suivante est posée par un spectateur anonyme. Avec la fonte des glaces et l'ouverture de nouvelles voies maritimes, peut-on considérer qu'il y a création, entre guillemets, d'un axe de tension entre l'Europe, la Russie et les États-Unis, notamment avec la confrontation entre les zones économiques exclusives communes et la présence de ressources importantes? Est-ce que c'est justement la question
que pose le Groenland? Frédéric, il faut que tu rallumes ton micro. Oui, peut-être. Après, je pense qu'il faut vraiment dissocier ce qui se passe en Arctique et de l'Antarctique. Parce qu'il me semble que ce qui se passe en Antarctique et qui est un peu mis en forme d'invisibilité est beaucoup plus inquiétant que ce qui se passe en Arctique. On a des dispositifs en Arctique. Alors, je sais qu'avec le retour, comme l'a exposé Maud et Françoise tout à l'heure, enfin, surtout Maud, à travers le fait qu'il y ait une espèce de repivotage, pardon de l'expression, sur les Amériques, et donc qui permettrait de faire qu'il y a un grand lac en Arctique au profit des États-Unis, parce que c'est ça qui se produirait. Mais en termes de route, il n'y a pas de grands enjeux de route, d'autant plus que, qui plus est, les ressources principales se situent sur les plateaux continentaux. Donc, on a encore des dispositifs de négociation qui fonctionnent plutôt bien en Arctique. Donc, personnellement, je ne suis pas du tout d'accord en comparant certains ministres français des armées ont comparé l'Arctique au Moyen-Orient. Je pense qu'il faut être extrêmement prudent et que c'est largement excessif. D'ailleurs, le Moyen-Orient, on n'en a pas parlé encore pendant notre échange. Par contre, ce qui se passe en Antarctique est beaucoup plus préoccupant, avec des prises-glaces chinois, avec toute la renégociation du protocole de Madrid, avec une position de certains acteurs d'États possessionnés qui veulent vraiment exploiter des ressources, avec une remise en question de ce qui a été le grand modèle d'ailleurs de la réussite du multilatéralisme dans la guerre froide et qui s'est perduré, et voir un Trump qui pousse vers la maîtrise de l'Amérique latine. Là, je pense qu'il y a des risques de confrontation beaucoup plus inquiétants en Antarctique que dans l'Arctique. Merci Frédéric. Alors tu le dis, on n'a pas encore évoqué le Moyen-Orient et il est déjà 18h25. Bon, Netanyahou est arrivé aujourd'hui à Washington. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette visite? Tara qui est sur place, qu'est-ce qui se dit? Trump, donc déjà, j'avais juste évoqué très rapidement au début le fait qu'il a quand même envie de bouleverser les choses. Il a été en contact avec l'Iran. Il a été assez dur avec Netanyahou dans son premier mandat. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus penser qu'il va y avoir un alignement des planètes absolument parfait entre Netanyahou et Trump. Trump, il veut être l'homme de la paix, l'homme qui parvient à faire la paix en Ukraine et qui parvient à faire la paix aussi au Proche-Orient. Il a envie de récupérer les otages qui restent vivants. Ça, c'est, je pense, un élément pareil, symbolique, médiatique, très important pour lui. Il veut être la personne qui rend les familles, voilà, qui rend les otages aux familles des otages. Et donc, il va probablement essayer de contraindre Netanyahou davantage. En même temps, je l'avais aussi dit au début, il parle d'évacuation de la population gazaoui comme si il ne s'agissait pas de personnes humaines, enfin vraiment avec quand même un manque d'empathie, une forme d'inhumanité qui le caractérise aussi. Ça ne l'intéresse pas du tout. Une des choses qu'il a dites la semaine dernière, c'est qu'il trouvait que la côte de Gaza était vraiment très belle et sous-exploitée d'un point de vue immobilier. Donc, il voit aussi quand même les choses en termes d'investissement financier en permanence, d'où le fait qu'ils se disent, bon, finalement, c'est peut-être juste plus simple d'évacuer la population. Donc là aussi, des contradictions complètes entre le fait de parvenir à un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, le fait de vouloir évacuer la population gazaoui comme ça, juste d'un trait de crayon, et en même temps de réfléchir à des investissements dans la région et d'être l'homme qui incarne la paix, on voit que tous ces sentiments contradictoires rentrent en collision. Et avec Trump, son impulsivité, son imprévisibilité, c'est vraiment d'un jour à l'autre, les priorités changent. Donc là, je pense qu'il aura envie d'être... Il sera peut-être assez dur avec Netanyahou là, dans leur rencontre. Je pense qu'il a envie qu'il y ait ce qu'on appelle en anglais des deliverables, qui est vraiment des livrables concrets à l'issue de cette réunion avec Netanyahou. Quelles sont les décisions prises par les États-Unis et Israël? Qu'est-ce que Netanyahou peut mettre sur la table pour donner une victoire de politique étrangère aussi à Trump? Parce que je pense que ça, c'est quand même très important pour lui. Il nous avait dit sur l'Ukraine qu'il réglerait la guerre en 24 heures. Bon, là, on voit bien que ça n'a pas été le cas. Il y a un plan sur 100 jours qui a fuité dans la presse américaine sur l'Ukraine. Et je pense que c'est pareil. Il a envie, dans les 100 premiers jours de son mandat, d'avoir d'une certaine manière réglé la guerre en Ukraine et réglé la situation Israël-Gaza. Donc il va, à mon avis, chercher quand même à tordre le bras aussi à son allié israélien, contrairement à ce qu'on pense. Voilà, ce ne sera pas un alignement parfait. Je pense qu'il voudra que Netanyahou lui cède un certain nombre, lui concède un certain nombre de choses, dont le fait d'avoir les otages livrés à leur famille. Merci Maud et Frédéric sur ce sujet.
Alors rapidement, je suis entièrement d'accord avec ce que disait Tara sur le fait de tordre le bras à un allié traditionnel des États-Unis. D'ailleurs, on l'a bien vu dans les premières négociations de sortie des otages et la manière dont ça a été fait. Mais finalement, aujourd'hui, l'ami de Netanyahou dans la région et le grand allié, ce n'est pas Netanyahou, mais MBS, on l'a bien compris. Et pour des raisons qui sont des raisons finalement de fond, et j'essaie de trouver les fils de continuité, les intérêts personnel et privé du président et de l'ensemble en fait finalement des personnes qui l'accompagnent sur ce dossier, mis à part les groupes religieux et évangéliques qui eux ont un agenda idéologique, religieux et politique dans la région. Pour les autres membres de son administration, c'est un agenda plus d'intérêt privé qui est fort et qui prime sur les intérêts politiques et diplomatiques de la région. On l'a vu et aujourd'hui, l'Arabie saoudite est redevenue finalement et revient sur le devant de la scène par une ironie de l'histoire assez remarquable. Puisqu'elle avait été quand même mise au banc des partenaires des États-Unis sous les administrations précédentes. Voilà, donc c'est un moment intéressant avec un plan qui nécessite de travailler avec les pays du Golfe avant de travailler avec Israël. Il ne faut pas le rappeler, il faut pas l'oublier. Il est 18h30, Françoise doit nous quitter. Merci beaucoup, Françoise. On ne va pas prolonger beaucoup, mais prenons 5 minutes, disons, Merci pour. beaucoup. Merci à vous pour essayer to do justice aux dernières questions. Et Frédéric, tu avais demandé la parole. Ouais, juste deux choses très courtes. Est-ce que Trump peut tout régler? Il faut être très méfiant parce que quand on voit la négociation du cessez-le-feu, on a dit ah c'est l'arrivée de Trump. Il ne faut pas oublier aussi des facteurs domestiques. Il y a eu des morts de soldats israéliens à Gaza une semaine avant la renégociation et je pense que en tout cas dans le rapport que a la société israélienne à Gaza, on l'avait vu dans la rétrocession d'ailleurs de Sharon il y a de cela maintenant une quinzaine d'années, ça avait beaucoup joué dans les choix stratégiques adopté par le gouvernement. Et d'autre part, ça nous ramène aussi au multilatéralisme. La position de Trump va aller encore plus dans une critique de la Cour pénale internationale. Il y a déjà des dispositifs réglementaires qui permettent aux administrations américaines d'empêcher les procédures de se manifester et de se mettre en œuvre. Je crains que cela ne aille que de façon exponentielle. Très bien. Alors, deux questions. Il y a des témoignages, mais on ne peut pas les lire, hélas. On se concentre sur les deux dernières questions qui sont l'une de la part de Didier Bigot à nouveau. Le AI Act est entré en vigueur au 1er septembre. Condamner les entreprises de médias européennes qui reprennent les news sans facture checking n'est-il pas plus effectif que le bras de fer direct avec les États-Unis? Et l'autre question très directe, à nouveau d'Alexandra Biron, quelles conséquences économiques pour l'Europe que la politique de Trump? En quelques minutes pour ceux qui veulent répondre. La première question est plus technique que la seconde, mais la seconde, évidemment, n'est pas plus simple. Tara. Je fais très vite parce que je dois aussi vous quitter. Je pense que c'est important de faire du fact-checking et c'est une bonne manière de lutter effectivement contre tout cela. Sauf que le fact-checking, c'est quand même avoir un temps de retard déjà à la base à chaque fois, puisqu'on est en réaction à des propos. Il y a un risque pour moi à chaque fois, c'est important de le faire parce que il y a une vraie distinction à opérer entre ce qui constitue la vérité scientifique et ce qui constitue des mensonges. Mais à force de courir après tous les mensonges qui sont proférés, on les amplifie un peu. Il y a un risque là-dessus. Donc certes, on les contredit, mais en fait, là, face à l'inondation, à la submersion de mensonges que l'on subit, ça va quand même être très difficile de keep up, juste de rester à jour dans tout ce que l'on fait. Et on est encore une fois uniquement en réaction. Je pense qu'il doit y avoir une stratégie européenne qui est une stratégie européenne propre, qui ne se contente pas d'être en réaction quand même à cela. Et la seconde question, pardon, maintenant du coup j'ai un trou. Les conséquences économiques. Ah, ça va être absolument dramatique. L'Union européenne est le premier partenaire commercial des États-Unis, donc on va subir les tarifs de plein fouet. Il y a 16 millions d'emplois qui dépendent des échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Europe. Donc on se parle de perte d'emplois, évidemment aux États-Unis dans un premier temps, mais également en Europe, et d'une Europe qui n'a pas du tout suffisamment anticipé sa dépendance
sécuritaire au sens traditionnel du terme, mais aussi technologique sur les États-Unis, sur le cloud, sur nos infrastructures sécurisées. On est quand même très, très, très largement des États-Unis qui vont se retrouver dans une situation, enfin, qui sont vraiment en confrontation avec nous. Donald Trump a encore dit hier que l'Union européenne s'était très mal comportée, qu'il y avait des possibilités de deal avec le Royaume-Uni, et que vraiment l'Union européenne subirait ses foudres. Donc là aussi, il y a un manque total d'empathie, un mépris complet pour les liens qui nous unissent. Et en fait, ça ne le dérangera pas du tout qu'on subisse des conséquences économiques de cela. Donc non seulement on va souffrir économiquement, mais par ailleurs, on n'a pas assez anticipé sur l'investissement dans les technologies du futur. Et on va en subir les conséquences de plein fouet très prochainement. C'est la vassalisation d'une manière ou d'une autre. Giovanna. Ah, pardon, Maud en premier. Il nous reste peu de temps, donc juste un mot sur la première question relative au fact-checking. On est au-delà de ça dans la réflexion aujourd'hui. On sait que les personnes auxquelles s'adresse finalement le fact-checking sont déjà elles-mêmes dans des bulles bien constituées, et que ça ne suffit pas à changer les comportements et à lutter donc contre les dangers ou les dérives de la malinformation ou de la désinformation. Donc pour faire court, les stratégies à l'œuvre et la réflexion à l'œuvre, c'est plutôt de penser à les possibilités de pré-bunking, c'est-à-dire de pouvoir anticiper finalement les messages malveillants qui se trouvent sur les réseaux informationnels et les réseaux numériques en particulier. C'est ce à quoi on pense avec les pays de l'Alliance Atlantique. C'est aussi ce à quoi on réfléchit de manière très proactive au niveau de l'Union européenne. Et si je puis ajouter une pointe d'optimisme dans ce qui nous attend, c'est encore là aussi qu'on a une force de résistance, et pas forcément toujours une longueur de retard, mais une longueur aussi d'avance sur l'encadrement de l'ensemble de ces phénomènes qui sont clés dans la relation transatlantique et dans ce qui est à l'agenda de l'administration Trump. On l'a vu dans le choix des personnes qui l'entourent. Donc gardons quand même ces leviers, encore une fois, à l'esprit. Merci. Et Giovanna, vous avez le mot de la fin. Pour rappeler que pour Trump, ce n'est pas qu'une question économique si on est ciblé par des guerres tarifaires, ça impactera notre capacité à réagir, à mobiliser nos efforts de défense en faveur de l'Ukraine. Donc pour nous, le défi, ça ne sera pas que de protéger les produits clés, les emplois clés des entreprises européennes en Europe, mais aussi de pouvoir monter un dialogue stratégique avec l'administration Trump pour pouvoir effectivement plaider notre cas et dire si on est ciblé par vos droits de douane, on ne pourra pas payer notre part, faire notre part pour soutenir l'Ukraine et assurer la sécurité du continent européen. Donc, les Européens doivent intégrer à la dimension économique la dimension géopolitique, parce que c'est Trump qui va les challenger sur les deux volets et en même temps. Merci beaucoup. Ce que vous venez de dire, Giovanna, c'est exactement ce que j'aurais aussi dit, à savoir que le dossier ukrainien va montrer, je dirais, en termes de travaux pratiques, ce que vous venez de pointer comme, je dirais, tendance, et elles sont bien affirmées maintenant. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir décrypté pour nous ce qui est un moment quand même clé et encore confus, mais on le revisitera justement ce dossier, ce que Trump fait au monde et aux Européens en particulier. Ce sera l'occasion de mener de nouvelles enquêtes et de monter de nouveaux panels. Merci et bonne soirée à vous toutes, à vous tous.